Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de venir en ce dimanche midi, 11h45, 11h46. On est sur le site de la Foire de Livres de Brive et on est en direct sur le Facebook Live, c'est ça, hein, de Corrèze TV. Vous pourrez retrouver cette session avec Philippe Manœuvre en replay après sur corrèze.tv qui est un des partenaires de la Foire de Livres comme chaque année. Alors il y a un côté cocasse, hein, je ne vous le cache pas, à avoir le plaisir d'interviewer Philippe Manœuvre après ce générique guilleret qui est à peu près tout sauf rock'n'roll. Mais ça c'est vrai. c'est quand même assez cocasse. Vous venez, alors je pense que vous êtes les premières et les premiers du monde à voir le livre en vrai, puisque je crois qu'il est paru cette semaine. Il est sorti le 4. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous serez les premières et les premiers du monde à voir en vrai Philippe Manœuvre vous en parler. C'est pas tout le monde sur Terre qui pourra dire ça. Vous, ici, au Forum des lecteurs à Brive, vous pourrez le dire. J'ai vu ça, j'ai vu la première fois en vrai ce livre Flashback Acide paru chez Robert Laffont et l'auteur en parlait en vrai. Alors, c'est pas la première fois que le possédé du rock, que l'enfant du rock et que l'habité du rock que vous êtes fait un livre, écrit un livre, en passe par l'écrit. Et je voulais commencer, parce qu'on justement on est aussi à la foire du livre, alors on parle souvent de littérature rock ou d'écrit rock, d'ailleurs vous en parlez, hein, vous l'abordez quand vous abordez Philippe Dian à un moment dans le livre, et puis évidemment Virginie Despentes. Le livre, pour vous, quand on pense Manœuvre, on pense à musique, on pense à guitare électrique, on pense à scène, on pense à concert. Le livre, pour vous, d'écrire un livre, d'en passer par ça, ça représente quoi, vous, pour qui c'est pas le premier livre? Moi, je sais pas, j'avais envie d'écrire, de faire des livres rock, quoi. Moi, un jour, dans une convention à Perpignan, il y a un monsieur qui est venu et qui m'a dit « Vous êtes Philippe Manœuvre ?» Je lui dis « Ouais ». Il me dit « Mais vous savez quoi? Je vous lis beaucoup plus que Stendhal. » Je lui dis « Ah bon ?» Il me dit « Oui, j'ai lu Le Rouge et le Noir au lycée, comme tout le monde, mais il dit Philippe Manœuvre, je le lis tous les mois dans Rock et Folk depuis 1973, on va dire 1999, vous voyez. » Et donc, c'est une énorme responsabilité. Et c'est à partir de là que je me suis dit, mais waouh, on peut imaginer une littérature rock, parce que le rock, c'est aussi un écrit, c'est des mots. C'est les mots de Mick Jagger, c'est les mots qui claquent, c'est les mots qu'on aime bien, c'est les chansons qu'on adore et qui nous viennent du passé du rock. Voilà. Et moi, j'ai envie d'écrire rock, d'imaginer une littérature rock, bien sûr, parce que en plus, il y a d'autres gens qui travaillent là-dessus, qui veulent faire une littérature excitante, qui soit comme un solo de guitare. Imaginez, quoi, vous êtes dans une voiture, les freins ont cassé, vous dévalez une pente, il y a un solo de guitare. Voilà, on a envie de faire des choses comme ça, des choses haletantes, des choses rapides, courtes. Le rock, c'est ça, c'est une culture aussi maintenant, hein. Moi, je suis né le mois où Elvis sortait son premier 45 tours. J'ai 67 ans. Le rock a 67 ans, le rock'n'roll a 67 ans. Et vous êtes là et j'ai l'impression de vous connaître tous, quoi, parce que vous êtes mes amis. En fait, j'écris depuis des années. J'ai sorti quand même un certain nombre de livres. Là, je regarde à la foire, je vois que, en fait, j'en ai fait beaucoup et vous me suivez, quoi. Donc voilà, Rock, le livre précédent, Rock, a été un succès, mais colossal, puisqu'on parle de 80 000 exemplaires. Pour un petit rocker comme moi, c'est inespéré, c'est une merveille. Et alors, j'avais fait Rock, qui était un livre qui parlait de tout, sauf de la drogue et de l'alcool. Voilà. Et donc, un jour... Et pour cause, vous écrivez vous-même que depuis 20 ans, vous avez arrêté. Ouais. Donc, et pour cause que ça n'en parlait pas, parce que... Ben voilà, j'en parlais pas parce que j'avais arrêté, et puis j'avais réussi à me refaire une vie, etc. Là, ça parle pas que de ça non plus, mais ça parle quand même assez essentiellement de ça en fond. Disons que ça devient le prétexte à raconter des concerts à Moscou au tout début. Ouais. J'ai voulu étudier tous les excitants. Donc le premier chapitre, c'est Moscou. Avec Scorpion, on arrive avec les Scorpions, et c'est la première fois qu'il va y avoir des concerts de métal en Union soviétique. C'est avant la chute du mur, hein, en 87. Et évidemment, là, on découvre la vodka. Là, c'est la folie vodka, c'est des filles qui boivent jusqu'à tomber par terre. Vous découvrez la vodka russe bu en URSS, vous découvrez voilà, pas la vodka, on est en URSS, on découvre une peuplade dont le seul excitant, c'est la vodka, quoi. Donc il y a tout ce premier chapitre sur la vodka.
Et puis après, ça part sur les champignons. Après, ça part sur le LSD, la cocaïne. Bref, un peu. Alors, et puis, bon, j'ai étudié un peu tous les excitants qu'on m'a jetés à la figure, moi. En fait, ça commence en Ouais, enfin, 1900. y a pas l'air je pense pas qu'il y avait besoin de beaucoup vous forcer quand vous achetez à la figure. Il n'y a pas besoin de beaucoup vous forcer quand même. Ça commence en 74, comme je le raconte. Je suis en studio avec les Blue Oyster Cult. Ils refont une chanson, il y a un problème, ils refont une chanson, je suis là, puis je les interviewe. Et à la fin, l'organiste, Alain Lanier, se met à faire des petites lignes de poudre blanche sur son ampli. Et il appelle les musiciens un par un, et c'est de la cocaïne. Et à la fin, il me dit, Philippe, comme ça, avec la carte de crédit, Philippe, je lui dis, ah non, non merci, moi, j'ai 20 ans, je sais même pas ce que c'est la cocaïne, j'arrive de Chalon-sur-Marne, vous voyez, donc... Et puis en plus, je suis dans le studio avec les Blue Oyster Cult et je découvre que c'est le studio où Bob Dylan a enregistré Like a Rolling Stone. Mais je suis haut comme un cerf-volant. Moi, j'ai pas du tout besoin de drogue. Je dis, ah non, non, merci, c'est pas la peine. C'est après que je vais rentrer dans le système. Ça va pas durer très longtemps. Mais au début, souvent, on a connu ça. Je le raconte aussi avec Nicolas Hatchin. Pareil, je me suis revu quand il arrive dans mon bureau. Il a 22 ans. Je lui dis, tu veux une bière? Il me dit, ah non, pas d'alcool. Il va mourir d'overdose 5 ans plus tard. Ça, c'est le rock'n'roll. Tu te dis, waouh. Et donc, c'est aussi un cri pour dire, oh les mecs, essayez de faire gaffe, quoi. Il y a des drogues qui tuent, il y en a d'autres qui tuent pas. Alors, si vous avez vraiment besoin d'une drogue, prenez une drogue qui tue pas. Peut-être, c'est mieux, non? Alors, on va tous et toutes lire ce livre que l'on connaissent, que l'on apprécie, que l'on soit possédé par le rock ou pas, mais en tout cas par la musique aussi, parce que là, c'est vrai qu'il n'y a pas que le rock, en fait, où il y a toutes ces drogues. Alors, peut-être le LSD, les champignons et encore, mais si on parle de rap aujourd'hui ou de hip-hop, et j'y pense parce qu'on lit ce livre, la série Validée, la 2e saison est passée il n'y a pas longtemps, on est aussi beaucoup à l'avoir vue parce qu'elle a eu aussi un nombre de téléchargements et de visions incroyables. La coke fait aussi partie de la culture hip-hop, surtout aux USA. Surtout les joints pareil, le crack aussi, et le LSD aussi ont un goût pour le crack. Comment est-ce que vous expliquez que on pense souvent que la drogue, c'est qu'avec le rock'n'roll, alors que c'est aussi avec la musique électronique, alors que c'est aussi avec le hip-hop. Mais bien sûr, parce que d'abord, les musiciens ont besoin de pénétrer à l'intérieur de la musique. Moi, j'ai rarement vu des musiciens en studio qui fumaient pas un petit pétard avant de se mettre à jouer. Pourquoi? C'est pas pour se droguer, c'est pour avoir une oreille qui entende mieux. Alors, je ne fais pas la publicité de la drogue ni rien. Hein. La drogue, on essaye de survivre. Mais la drogue, le facteur drogue a changé. Iggy Pop me racontait ça. En 1972, quand les Stooges partaient en tournée, il fallait qu'ils aient 1 kilo de hashish caché dans un ampli Marshall parce qu'on trouvait de la drogue nulle part, quoi. Au départ, il fallait avoir un dealer, un gars qui vous amène ça. Enfin, on était dans les années 70. Et Iggy Pop me dit, c'est quoi la différence avec aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui, j'arrive à Vierzon, je peux dire, il me faut du crack, de l'héroïne, de la cocaïne et de l'herbe. On va me les trouver à Vierzon. Il y en a partout. La drogue a envahi le monde. Elle n'est plus qu'à Londres, à Paris, dans les grandes capitales. On trouvait de la drogue à Detroit, à New York, voilà. Bon, moi, je fais partie d'une génération qui a vu la drogue arriver. À Vierzon. À Chalon. Et qui a eu beaucoup de problèmes à cause de ça, et qui a réussi à survivre. Parce que pour moi, en fait, j'étais pas venu pour la drogue, j'étais venu pour la musique. Et c'était la musique mon point numéro 1. Et à chaque fois dans ma vie que j'ai commencé à avoir des problèmes, la musique m'a sauvé. J'étais là pour voir le prochain disque des Rolling Stones, pas pour me droguer avec des êtres idiots. Voilà, c'était ça ma vision du truc. Mais la drogue était là, et donc il faut en parler. L'alcool, la drogue, ça fait partie des choses qu'on a vécues. Et donc, un jour, j'étais devant une Fnac, et il y a un monsieur qui passe et qui me dit, dites donc, j'ai lu votre livre, Rock, là... Bon, vous parlez pas de drogue, en même temps, c'est bien normal, parce qu'aujourd'hui, on peut plus parler de rien. Et donc, l'idée de ce livre, elle est née comme ça. C'est ce qui est écrit dans l'avertissement du livre. Oui, je me suis dit, page. Mais quand même, si, on peut parler de ça, enfin. La drogue, elle est au cœur de la musique. Lucy in the Sky with Diamonds. Je parle à un moment de toutes les chansons qui parlent de la cocaïne, mais je les référence pas toutes, parce qu'il faudrait 2 livres de 500 pages. Tout le monde, toutes les œuvres des rockers contiennent
des petites pépites, des morceaux qui racontent, qui font passer une expérience, un vécu. Et puis la musique change avec les drogues différentes ont fait changer la musique. C'est sûr qu'il y a une drogue, quand le LSD est arrivé, les solos de guitare se sont allongés, on a vu apparaître les doubles, voire les triples albums, on a vu apparaître des groupes comme le Grateful Dead qui pouvaient jouer un morceau comme Johnny B. Good pendant 20 minutes, en étirant les perceptions, en nous faisant rentrer dans les creux, les décors. Voilà. C'était une période mirifique. Et puis après, le rock a changé. Après, la cocaïne est arrivée. Après, le brown sugar. Après, voilà, tout s'est mis à s'accélérer. Et on y a laissé quand même beaucoup de morts. Attention, attention, c'est ça le problème, quoi. Et c'est ça que je raconte dans le livre. À un moment, il faut faire le bilan. Et là, bon, j'ai 67 ans, donc je pense que je suis à un âge où j'ai le droit de faire le bilan et de se dire qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu. Et on a perdu beaucoup d'êtres humains fabuleux, des gens qui nous manquent, que ce soit des guitaristes comme Jimi Hendrix, mon copain Nicolas Chin, enfin voilà, des gens comme ça où tu te dis mais c'est pas vrai, quoi, quel malheur, pas lui, quoi. Alors, ça serait un peu le tome 2 de Ma vie manœuvre, hein, d'ailleurs, c'est comme ça que c'est sous-titré. Hein. Bon, voilà, c'est un copain qui a dit, manœuvre, voilà, c'est le 3e livre que j'écris sur mes souvenirs de rock, de rocker et de rock et folk. Il y a un copain qui me dit, oui, en fait, c'est la série Ma vie manœuvre. Bon. Alors maintenant, oui, c'est le 2e volume. Alors du coup, quand vous revisitez pour réécrire tous ces passages-là, ces concerts-là, les Scorpions, les studios, etc., les Moscou, les en France, les au Mexique aussi, etc., qu'est-ce que ça vous fait de les revivre et surtout de les retrouver et de les réécrire? Alors, ouais, au début, je me disais comment je vais faire, je me souviens pas de tout ça. Donc, oui, il fait par exemple le chapitre sur Motorhead. Bon, je rencontre Lemmy en 75 avec Hawkwind. Je le vois en 77, il me dit je vais faire un groupe qui va s'appeler Motorhead. Je le vois en 78, je pars en tournée avec Motorhead en France. Je fais la première tournée, la tournée Overkill. On fait des trucs incroyables avec les bikers à Marseille. Donc, genre, il suffit que je relise mes articles. Après, je vais voir Lemmy avec le nouveau groupe parce que la première formule explose. Ils s'en vont. Il y en a un qui se casse, le batteur se casse la nuque. Le guitariste est foudrage. Donc, Lemmy se retrouve tout seul. Il embauche des soudards pour faire un nouveau Motorhead. Et je suis là encore. Je suis à Castle Donington, au Monsters of Rock, quand il arrive avec son nouveau Motorhead. Et je fais une interview. Je la retrouve dans les archives de Libération. Voilà. Puis après, je me souviens qu'il est venu faire un top bab. Je l'ai chez moi, donc je peux regarder. Je me souviens de ce qu'il a dit. Et en fait, je m'aperçois que j'ai passé 40 ans de ma vie à courir derrière Motorhead et je le vois à des passages différents de sa vie. Je le vois devenir un bonhomme et puis soudain, ce mec qui était mon copain, je le vois devenir un dieu. Ça devient un demi-dieu pour les gens. Lemmy de Motorhead, à force de ne pas faire de concessions, d'être la rigueur même, de dire « We are Motorhead and we play fucking rock and roll ». Bon, ben, ça devient un véritable demi-dieu de son vivant, et puis à la fin, un warlord viking. La fin de Lemmy à Los Angeles, je la raconte, c'est incroyable. Enfin, c'est bouleversant, il était catatonique, il était mourant, et il y a tous les groupes de Los Angeles qui sont venus jouer des morceaux de Motorhead pour lui le soir de son anniversaire. Enfin voilà, c'est magnifique, la vie de ce bonhomme, elle nous émeut. Aujourd'hui, il n'est plus là, mais elle peut nous inspirer. On peut se dire, moi, quand je travaille, quand je fais un bouquin comme ça, c'est très dur, c'est très difficile. Et je pense à Lemmy, je pense à Keith Richards, je pense à tous ces gens qui me donnent la force, l'énergie de continuer, de creuser le sillon du rock, de jamais abandonner et de dire, je mourrai un rocker dans mon cuir. Voilà. Alors, il y a aussi plusieurs fois, sur plusieurs chapitres, où vous parlez justement d'écrivains. Alors, évidemment, Virginie Despentes, puisque on sait que vous avez été en couple ensemble. Par des scènes avec elle, vous parlez non seulement de visite à Amsterdam, de drogue, de space cake, etc., mais aussi de la façon dont l'un comme l'autre, vous avez décidé, c'était au tout début du 21e siècle, si mes souvenirs de lecture sont bons, d'arrêter justement et l'alcool et la cocaïne. Voilà. Et puis, d'écrivains aussi. Vous parlez de Philippe Dian, oui. vous parlez des écrivains beatniks, etc., qui sont effectivement dans l'imaginaire collectif des gens qui sont indissociables aussi de l'univers rock, de la culture rock, parce que évidemment qu'on pense musique, bah évidemment qu'on pense accord, bien évidemment, mais évidemment qu'on pense scène, qu'on pense trance, qu'on pense festival, bien sûr, mais on pense aussi
écrivains. On pense aussi à Kerouac, on pense aussi à Burroughs, on pense aussi en France à Gian, on pense aussi à toutes celles et ceux qui sont, et c'est à ça que je voulais en venir, parce que c'est la génération de Virginie Despentes qui est la première à me l'avoir avoué à moi lors d'une interview et à bien d'autres. La génération des Houellebecq, des Dantec, des Ravalec, même des Becbédé sous un prisme plus parisien, ils se revendiquent issus, et même Pierre Bordage pour la science-fiction, etc., ils se revendiquent issus justement des rock critiques, parce que c'était une autre manière d'écrire l'art et la culture dans de la presse. Et un peu comme les Polar 2 américains de la génération d'après les Pulp Magazine, les Hammett et les Chandler, qui se sont revendiqués de cette pulp culture-là, et ben, il y a une génération, et c'est la génération que, pour ce qui me concerne, j'ai lu quand j'avais pile poil 20 ans, parce que leur premier roman paraissait quand j'avais 20 ans, dans les années 90, c'est Houellebecq, c'est Maurice Dantec, c'est Virginie Despentes, et c'est Vincent Ravalec, c'est Guillaume Dustan, Feu Guillaume Dustan, etc. Il y a des auteurs et autrices qui s'estiment marqués par la culture rock et par la culture de la critique rock, dont vous faites partie. C'est pour ça que je voulais parler aussi de ça avec vous qui écrivez des livres. Qu'est-ce que vous le ressentez? Comment est-ce que vous en parlez avec elles et eux? Quand je parlais avec Virginie Despentes, on avait découvert, on se passait des trucs d'écrivains, vous voyez. Oui, on s'intéressait l'un à l'autre et à ce qu'on produisait. On lisait chacun ce que l'autre faisait. Elle m'a beaucoup appris. Elle m'a appris que déjà, il faut savoir s'économiser quand on écrit. Elle mettait son réveil, elle faisait un break à 13h30 pour aller déjeuner. Parce que moi, je continuais à écrire et à 16h, je m'écroulais, j'avais plus de force. Elle me disait, t'as vu, moi j'ai mangé un truc à midi, donc je peux tenir jusqu'à 19h pour continuer à écrire. Voilà des petits passages de témoins comme ça. Puis après, on travaille sur l'écriture rock de plus en plus tous les deux. Et là, on s'aperçoit qu'il faut dégraisser. L'écriture rock, elle doit être sèche, elle doit être électrique, elle doit être nerveuse. On ne peut pas faire des longues descriptions ennuyeuses. On a besoin de mots qui claquent, on a besoin de faire court. Si c'est rock, c'est court. Ça doit être rapide. On n'a pas besoin d'un... Là, je vous fais un long discours. C'est pas la peine, quoi. Vous voyez, en fait, le rock, c'est la rapidité, la surprise générale. Waouh, bravo, comment il a fait ça? Oh, c'était magique. Voilà, ça, c'est le rock. Et donc, on essayait de dégraisser nos textes mutuellement, d'enlever tous les mots qui ne servaient à rien, de les remplacer par des mots plus forts, plus violents. Voilà. Et puis après, c'est tout un boulot. Alors nous, les rock critiques, on n'était pas des écrivains. Il faut être modeste, il faut rester modeste. C'est Bayon de Libération. Il avait dit... On a des sensibilités d'écrivains, mais on n'est pas des écrivains. La preuve, moi, je ne peux pas écrire un roman. Je ne saurais pas écrire un roman. Il serait raté, il serait affreux. C'est pour ça que j'écris des livres un peu autobiographiques, parce que j'ai besoin de m'appuyer sur un vécu. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une époque où on a besoin de choses vécues, on a besoin des expériences des uns et des autres pour changer nos vies, pour les rendre plus intéressantes. Moi, je suis un fanatique des biographies rock. J'ai lu presque absolument toutes les biographies de Keith Richards, de Cheetah Chrome. Je les lis. Et je constate que voilà, c'est mon boulot de constater des choses récurrentes qui se passent avec tout le monde. Je vois arriver la cocaïne dans toute la vie de tout le monde. Je vois au début, c'est formidable, on est un surhomme, on va prouver à tout le monde que notre musique est la meilleure du monde. Et puis, au bout de 5 ans, je constate que la casse est terrible, que les mecs qui étaient des amis ne se parlent plus, que même les frères Oasis sont à couteau tiré. Les deux Gallagher, c'est purement une histoire de cocaïne, ce qui se passe, la séparation d'Oasis. Enfin, c'était une défonce qui leur allait pas du tout. C'était des lads anglais. Ça les rendait absolument méchants, hargneux. Donc voilà, il y a des choses, il faut regarder ce que ça nous a fait et dire voilà ce qu'on a gagné, voilà ce qu'on a perdu. C'est un peu le livre du bilan. Mais en même temps, c'est pas un livre ennuyeux. J'ai essayé de faire un livre surexcitant qui va à 100 à l'heure. Donc à un moment, c'est pareil, je me rends compte que j'ai rencontré David Bowie un nombre de fois incalculable, que je le connais finalement pas mal, parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai eu des conversations de 2 heures avec lui. Les gens aujourd'hui... Quand il y a la promotion, aujourd'hui, elle est réduite. On a des interviews qui durent 1/4 d'heure, 20 minutes maximum. Moi, à l'époque où je rencontre David Bowie, en 1975, l'interview, elle commençait à 2h de l'après-midi. Elle pouvait finir à 17h si David Bowie nous trouvait assez intelligent, assez brillant, avec des informations à lui donner. C'était un véritable échange, quoi. Il voulait tout savoir. À un moment, je me retrouve face à David Bowie qui me dit « Tu connais le cinéma japonais ?»
Mais pas du tout, on est en 1976 et je me souviens d'un vieux film de samouraï qui s'appelait Onibaba, The Women Killer. Onibaba, les femmes tueuses. Et je lui parle d'Onibaba et c'est un des films préférés de David Bowie. Et donc, quand la manageuse arrive en disant bon, ça fait 1h25, va peut-être falloir y aller, dernière question, Bowie dit non, 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 il reste. Et donc, je me retrouve catapulté dans l'intimité de David Bowie pendant 2 heures et j'en profite, je lui demande de me parler de Ziggy Stardust, de ce qui l'animait, de ses chefs-d'œuvre, voilà. Donc c'est des coups de chance, c'est des aventures comme ça que je vous raconte. Mais après, je vais revoir David Bowie, je le vois très cocaïné, très défoncé. On fait une interview, il n'arrête pas de dire... Je vais à la salle de bain, on entend des reniflements, il revient, il est très très excité, il répond à des questions qu'on ne lui a pas posées, il anticipe. Bon, et puis quand je vais le revoir, c'est plus du tout le même bonhomme. Je le revois 7 ans après, c'est après la tournée Let's Dance, et je découvre un bonhomme qui s'assume, qui est enfin apaisé, qui a eu un succès mondial colossal et qui n'a plus besoin des drogues pour inventer des nouvelles choses. Sa création devient absolument surpuissante et c'est le cerveau du rock, hein, David Bowie. On avait tous un peu on avait un peu la trouille, il faut le dire, quand on avait une interview avec David Bowie. Moi, depuis le coup de Onibaba et du cinéma japonais, je me disais, allons bon, sur quoi il va nous emmener aujourd'hui? Est-ce que mes concepts de post-modernité sont bien affûtés? Je dois rencontrer David Bowie, quoi. Voilà. Mais c'était le métier, c'était magique, voilà. Et après, puis ça a continué très longtemps. Et j'ai même eu la chance de rencontrer David Bowie à la fin, quoi, quand il fait l'album Heaven. Je vais le voir à New York. Et là, on comprend tous les deux, parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps, on comprend tous les deux que le rock, c'est un peu terminé. Il vient d'être viré par sa maison de disques parce qu'il ne vend plus assez de disques. Bon, il a tout de suite signé sur une autre. Mais c'est un peu fini, quoi. Voilà, on nous met des bâtons dans les roues, les maisons de disques sont de plus en plus envahissantes, elles ne tolèrent plus une critique où on écornifle un album en disant c'est peut-être un peu moins bien que le précédent, on se fait attaquer, on nous dit vous n'aurez plus de pub pendant 6 mois si vous n'aimez pas l'album de U2 cette année. Enfin, la peau de chagrin du rock se réduit, et Bowie et moi, on constate ça, quoi. On se dit c'est fini. Voilà, mais c'est pas grave parce qu'on a le droit de continuer encore un peu. Donc c'est toute notre vie qui est là, quoi. Alors si on pense à Philippe Manœuvre, on pense aussi à la presse. Et alors là, pareil, tout à l'heure je parlais de l'actualité, nous on lit ça en même temps qu'il y a la série validée pour le rap, mais il y a une revue mythique qui est renée il y a très peu de temps, c'est la revue Métal Hurlant. Oui. Et forcément on pense à vous aussi parce que je crois que vous avez participé à la... J'ai été rédacteur en chef, voilà, tout simplement. du premier Métal Hurlant, voilà. Hein, donc... Alors, mais on ne m'a pas du tout c'est demandé. Rock and Folk, c'est Métal Hurlant, etc. Voilà. Qu'est-ce que la presse rock, alors vous disiez l'écriture rock, c'est des mots qui claquent, etc. La presse rock, quelles sont et quelles seraient ses caractéristiques et comment tout ça c'est soluble dans le monde de 2021 pour vous? Alors, Nick Kent, le grand journaliste anglais, comme moi je pense être le mec le plus intelligent du rock avec Keith Richards, un jour dit dans une émission de télé anglaise quels sont les principes qui animent la presse rock. Bon, il y a 3 choses. Elle doit informer, elle doit divertir et elle doit enthousiasmer. Et c'était là-dessus qu'il insistait. Elle doit enthousiasmer. Nous, les rock critiques, on est là pour communiquer la flamme. On a été parler aux dieux du rock, on doit vous ramener les 10 commandements, quoi. Et puis ça doit être enthousiasmant, ça doit être excitant. On ne peut pas faire un article rock, pian, mollo, mollo, lambda, ça n'existe pas, quoi. Il faut qu'on soit de mauvaise foi, il faut qu'on soit en colère, il faut qu'on soit de mauvaise humeur ou de très bonne humeur, mais il faut que ce soit électrique, il faut que ça nous titille, il faut que ça nous interpelle, il faut qu'on se dise à un moment... Ah, mince, il va trop loin, mais quand même, ouais, il a peut-être raison. Vous voyez, des choses comme ça. Un jour, enfin, on doit poser les questions incroyables. Dire le double blanc des Beatles, et si c'était un album simple, vous mettriez quel morceau pour en faire le chef-d'œuvre absolu de tous les temps? Voilà, c'est des choses comme ça qui sont renversantes. Comment il veut réduire le double blanc, mais c'est pas possible. Enfin, vous voyez, ça provoquait des discussions, on recevait des lettres, des courriers. Voilà, c'était ça la rock critique, c'était tout remettre en question tout le temps. On n'était pas arrivés, on n'était pas des bourgeois plénipotentiaires du rock. Voilà, on était là pour passer le témoin, de passer une énergie, quoi.
Et quand vous relisez aujourd'hui alors, ce magazine-là continue, hein, je parlais de la renaissance de Métal Hurlant, le magazine Rolling Rock Stone Folk existe continue, encore, Rock and Folk existe. Rolling Stone continue, Best va reparaître avec Patrick Heudeline comme rédacteur en chef. Je suis très content de cette nouvelle. Ouais, ouais. Bien sûr. Et comment est-ce que vous les lisez? Est-ce que vous y retrouvez les caractéristiques, les 3 commandements là, que vous disiez à l'instant de Nick Kent? Alors, et peut-être qu'il faudrait les inscrire au fronton de tous ces journaux. Mais moi, je sais les problèmes qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. C'est très dur. Hein. Faire exister un journal rock, c'est clair que on compte pas sur les jeunes groupes. C'est un peu pour ça qu'à un moment, j'ai quitté Rock et Folk, parce que j'avais l'impression... Je ne travaillais plus dans le rock, je travaillais dans l'industrie de la réédition. On n'arrêtait pas. Et on va ressortir les Led Zeppelin. Oh, et on va remasteriser les Beatles. Waouh! Et quelle merveille, les Stones en SACD. Mais enfin, moi, j'étais pas venu pour ça, quoi. Voilà, j'étais venu pour une espèce d'énergie, pour faire des expériences folles. Donc, j'ai pris ma retraite et c'est là que le Stade de France m'appelle en me demandant si on veut faire le Rocky 1000 avec 1000 rockers au Stade de France. Alors, je me suis retrouvé dans cette... Alors ça m'excitait parce que ça n'avait jamais été fait. Et monter une opération comme ça avec 1000 rockers, 300 guitaristes, 280 batteurs, 204 bassistes, 180 chanteuses et chanteurs... Enfin, c'était fabuleux. Trouver les morceaux qu'on va jouer, voir comment on va faire le spectacle, tout concevoir... Pour moi, c'était incroyable et j'étais content de continuer dans cette énergie, dans ces choses-là, de faire ça. Ça m'a beaucoup plu, quoi. Et je me suis dit, si toute cette écriture rock, ça m'a amené à ça, bravo, merveille. Et justement, outre ça, outre les livres, dont on voit que ça continue bien à être des défis, parce qu'il suffit que quelqu'un vienne vous voir et vous dise ouais, c'est un peu trop sage, donc en gros c'est pas assez rock, et puis paf, vous repartez à la bataille. Donc là, si vous venez le voir sur le stand, ouais, ça c'est trop sage, ça c'est trop clean. Mais non, mais oui, mais c'est ça le rock. Le rock, il y a un côté, le roi est nu. Tu sais, le gamin qui dit mais oh, le roi est nu. Ouais, je sais que quand c'est ça, quoi. C'est le pouvoir des innocents. Et n'importe quel gamin sortant de n'importe où a le droit à la parole. Tous les rockers sont aussi importants les uns par rapport aux autres, quoi. Il y a une espèce de grande fraternité qui s'est créée. Enfin, on est une espèce de famille. Je le vois quand je dédicace, les gens me connaissent depuis tellement longtemps. C'est presque, comment ça va? Tous les ans, je sors un bouquin, j'essaye de faire des tournées quand il n'y a pas le Covid. Et on se connaît tous, on vit tous un peu les mêmes choses, hein. On écoute les mêmes disques. Donc, on a un rapport, quoi. Et alors pour ce qui est de la radio, parce que la radio c'est un autre média où vous avez travaillé, et là je parle pas que des grosses têtes, hein, je parle d'émissions vraiment de chroniques musicales, etc. Qu'est-ce que vous pensez et comment vous vivez aujourd'hui le son, les radios, les podcasts et ce genre d'aventure-là, en termes justement d'invention qui pourrait se rapprocher de l'invention rock? Les podcasts, moi je suis en train de commencer à travailler là-dessus, j'en ai fait quelques-uns pour Spotify. C'est intéressant, c'est amusant, c'est une nouvelle façon de communiquer les histoires du rock. Voilà, je vais voir jusqu'où on peut aller dans le podcast. Ça m'intéresse, oui. Et puis, la radio, oui, la radio rock, c'est important. On a toujours des radios un peu rock. On a des radios en France. On a une radio qui fait l'admiration internationale, qui s'appelle FIP, qui est une radio très étrange quand même, qui est la radio la plus bizarre de tous les temps, qu'on peut écouter. Moi, je l'écoute parce que des fois, j'entends un truc qui me déclenche l'envie d'aller réécouter un disque. Ah ouais, j'avais totalement oublié ça, je vais réécouter Steely Dan, des choses. Donc, franchement, ça se passe pas trop mal. Je trouve qu'il y a encore des radios rock en France, qui est incroyable, parce que vraiment, il y a des RFM, des Oui FM, des RTL2, etc., des radios un peu pop-rock, quoi. On a encore la chance d'avoir ça. Tout espoir n'est pas perdu. Mais à un moment, il faut quand même raconter, il y a quand même eu une grande trahison. Les maisons de disques ont décidé unilatéralement que le rock s'était terminé et que ça n'allait plus être que de la réédition. Et je parle du dernier groupe signé sur une major, c'est les Bébés Brunes, et ils ont été signés en 2005.
Et depuis 2005, il n'y a pas eu de groupe de rock signé sur une major. Les groupes dont on dit les jeunes groupes, c'est les Arctic Monkeys qui ont été signés à l'époque des Bébés Brunes. C'est des gens qui ont 30, 40 ans, c'est pas des jeunes, vous voyez. Or, le rock, c'était la jeunesse. Donc, quand on nous a coupés de notre jeunesse et de la future jeunesse, c'est sûr qu'on a pris un coup, mais terrible. Aujourd'hui, il reste des petites maisons de disques indépendantes. Il reste peut-être... Et quand je parle à mon copain Philippe Marie, qui dirige Gibert à Paris, les magasins Gibert, qui sont les plus gros disquaires parisiens, il me dit, le rock, en fait, ça continue. Il y a quelques groupes, mais ils ont 5 ou 6 fans chacun. Alors, il y a une quinzaine de groupes. C'est plus l'époque où il y avait Dr. Feelgood, un nouveau groupe, et il y avait 1000 mecs qui venaient acheter le nouveau Dr. Feelgood pour voir si c'était du lard ou du cochon. Mince. Aujourd'hui, il y a plein de petits groupes. Il y en a qui sont plutôt grunge, plutôt psyché, plutôt néo-punk, plutôt metal truc et plus metal prog, etc. Et ils ont un tout petit nombre de fans. On s'est atomisé quand on a fait des petits clans, des petits... Et on n'arrive plus à avoir un groupe où tout le monde dirait « Ah ouais », comme quand les Guns N' Roses sont arrivés, où tout le monde disait « Bon, bah voilà, quoi, ça continue. Ce Slash et ce Axel, ils vont emmener le truc dans le futur, quoi. » Aujourd'hui, on n'a plus ces artistes, parce que les maisons de disques ont décidé que l'avenir serait rap, hip-hop, urbain, technopop, mais tout sauf rock. Voilà. Donc, parce que le rock, on avait fait notre temps, peut-être qu'on n'arrivait plus à... On était devenus trop radicaux avec le temps, on n'arrivait plus à séduire les jeunes générations, ou ils en avaient simplement marre de nos gueules, je ne sais pas. Ou peut-être que le rock, il est plus simplement dans le rock. La question s'est posée, alors là je reviens un chouïa à la littérature, mais c'est pour mieux revenir à l'identité, à l'ADN rock, pour essayer de craquer un peu la cellule souche. Je fais partie des gens qui ont vu une nouvelle génération d'auteurs et d'autrices anglais apparaître dans les années 2000, et on s'est aperçu qu'ils étaient bien moins sages que, justement, encore que les frères Gallagher. Et on s'est dit, bah tiens, bah, les nouveaux rockers anglais, ils sont écrivains. En fait, peut-être Oui. que le rock, c'est une identité, et que y a pas, on peut être rocker sans faire de la musique, on peut être rocker en étant écrivain, on peut avoir l'âme rock en faisant du rap, par exemple, peut-être aussi. Bien sûr. Ouais, c'est vrai que Joey Starr a quelque chose de très rock, hein, mais lui-même ne se retrouve pas du tout dans les nouveaux hip-hoppers. Il me dit, je me sens plus proche d'Iggy Pop que de Booba. Ce que je peux comprendre. Mais Oui, voilà. oui. Non, mais le rock... C'est bon Attendez, signe, c'est bon signe. Ouais, le rock, j'analyse la situation actuelle, mais il n'est pas dit que dans 4 ans, vous n'avez pas un groupe de gamins avec un fils d'électricien, un fils de chauffagiste et un fils de pute qui va monter un groupe et tout le monde va dire mais c'est incroyable ce qu'ils nous font cela, regardez, et ça va repartir, on ne sait pas, mais il faut que ce soit un projet qui séduise les foules, quoi. Si c'est pour séduire 5 mecs dans chaque ville, niet, ça c'est Ty Seagal, c'est tous ces nouveaux rockers fabuleux qu'on adore, que je mettais en couve de rock et folk quand j'étais encore, mais ils n'arrivent plus parce que peut-être qu'ils sont pas assez outrageux. Ça, j'ai pas réussi à comprendre. Peut-être qu'il y a plus cette notion. Oh la vache, ils sont gonflés, ils font du rock qu'on avait nous, genre oh, c'est dingue ce qu'ils font, c'est un truc interdit un peu, voilà. Cette notion d'interdit, elle s'est banalisée. Le rock, je dirais, il est rentré dans le rang. La reine d'Angleterre a décoré Mick Jagger, Elton John, qui sont devenus des sœurs, ce qui a tellement énervé Keith Richards, voilà. Mais le rock, on peut dire, c'est un peu, voilà, on est venu nous chercher pour nous embourgeoiser de force, quoi. Et ce livre lutte contre l'embourgeoisement. J'ai essayé de faire un livre un peu choqueur. Voilà, je me suis dit, il faut que ça soit comme un morceau de Motorhead, quoi. Comme essayer de faire nos classes, quoi. Le coup de boule, paf, et puis après, broum, 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 et au revoir. Écoutez, vous l'avez dit vous-même, on doit justement fermer la parenthèse pour cette interview. Merci de l'avoir conclu sur le côté choqueur du livre que je remonte, donc Flashback Acid. Encore une fois, vous êtes les premières et les premiers du monde, à l'avoir vu en vrai et à avoir entendu. Oh, ils nous remettent la musique, c'est fabuleux, non? Philippe Manœuvre en parlait. Merci à tous. Vous dédicacez à la foire dans la foulée là ou... Je vais foncer au stand Robert Laffont. Je dédicace jusqu'à 15h30 cet après-midi. Voilà. Et je suis vraiment très heureux de découvrir Brive et son incroyable foire du livre. Merci beaucoup. Voilà. Hein. Merci. Merci à lui. Et merci à vous.